Après avoir parlé nourriture, on va parler de choses peut-être un peu moins appétissantes, mais pas forcément. En tout cas, ça va être certainement stimulant. Silke Graber, merci beaucoup d'être avec nous et d'avoir accepté l'invitation des Mystères de l'UNIL. Donc, vous êtes professeure de médecine légale, médecin légiste, directrice du Centre universitaire roman de médecine légale, le CURML, un truc pas très facile à dire. Juste. Et puis, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez vraiment à cœur de communiquer sur votre métier. C'est un métier qu'on croit bien connu dans le public, puisque beaucoup de monde regarde la télé, regarde des séries télé, où on a beaucoup popularisé ce métier de médecin légiste. On en voit énormément, il y en a de plus en plus. On a parlé des experts, mais je crois qu'il y a des dizaines de séries où on voit apparaître en majesté le médecin légiste ou la médecin légiste. Et au fond, c'est peut-être une fausse idée qu'on a dans le public de ce métier. Je crois que ça vous énerve un peu. Exactement. Alors pourquoi? C'est énervant parce que du coup, les gens y croient ce qu'ils voient à la télé, ce qu'il faut rarement faire d'ailleurs. Et du coup, ils ont des attentes à nous, les médecins légistes, qui sont fausses. Et c'est un peu dommage parce que les gens qui s'adressent à nous, ils sont toujours dans une situation déjà difficile. Et si en plus, nous, on est les personnes qui doivent leur donner un peu le désespoir parce que tout ce qu'ils ont cru jusqu'à maintenant, c'est pas juste, et on les met par exemple en attente alors qu'ils ne comprennent pas pourquoi, c'est un peu vraiment un dommage. Alors quand vous dites les gens qui sont amenés à vous rencontrer, ils viennent rarement par choix, même je pense jamais par choix. Exactement. Ce sont des proches de défunts par exemple, ou des victimes d'agression, des auteurs d'agression? Oui, en fait normalement les gens n'ont jamais envie d'être chez nous. Donc ça, soit ils n'ont pas choisi, mais ils sont morts, on ne pose pas la question, ou c'est les familles qui ont perdu quelqu'un, donc déjà c'est très très difficile, ou c'est des victimes d'une agression, ou ils ont juste vécu quelque chose de terrible, donc là aussi c'est des situations difficiles, ou c'est des personnes où on pense qu'ils sont des suspects d'avoir commis une agression, un crime, voire même un homicide. Et donc, quand on vient dans ces circonstances, quelles qu'elles soient, on est nécessairement là avec énormément d'angoisse, d'inquiétude, j'imagine, que vous rencontrez plutôt des gens qui sont stressés. Oui. Et donc, ça rajoute aussi une couche, parce que s'ils arrivent avec, en plus, des attentes qui ne sont pas tout à fait correctes, ça va créer un espèce de malaise. Exactement. Comment vous gérez ça? C'est pas toujours évident parce que on peut tous s'entendre de la part des familles, ce qui est normal parce que les gens ils ont perdu quelqu'un, c'est pas évident, mais on est un peu entre eux et tout ce qui est passé de terrible et souvent ça tombe après sur nous que les gens ils se plaignent parce que justement ils trouvent pas correct comment la procédure elle fonctionne et c'est clair que c'est pas vraiment ça, c'est vraiment difficile à gérer. Et comment on les gère? On se parle entre nous les médecins légistes, les collègues, aussi les secrétaires, tout le monde qui est présent, et c'est la seule chose qui peut vraiment aider. Après, il faut se mettre aussi dans la situation des gens qui sont dans une telle situation de stress, et on se dit aussi, mais moi, je réagirais peut-être aussi comme ça. Alors, première information, je ne sais pas vous, mais on a des fois l'impression que le médecin légiste, il est exclusivement dans sa salle d'autopsie, dans de l'inox aseptisé et qui ne rencontre pas les gens. En fait, vous nous parlez de ces familles, vous rencontrez les proches des défunts. Oui, également. Et c'est ça qui est difficile parce qu'on les rencontre, mais on n'a pas le droit de leur dire quelque chose. Et ça aussi, c'est vraiment difficile à comprendre. Il y a un médecin qui est présent, les familles posent des questions, mais ce médecin n'a pas le droit de leur donner les informations qu'ils souhaitent, sauf si on nous autorise. Donc c'est le procureur, en fait, qui peut nous autoriser de pouvoir parler à des familles. Et on les rencontre parce que, justement, on n'est pas en train d'attendre en salle d'autopsie que le corps il est livré sur la table, mais on va être sur place, on est des gardes 24 heures sur 24, on va sur place, c'est sur place où un crime a eu lieu, où une personne a été trouvée morte, là il y a souvent la famille qui est présente. Donc là, oui, ça c'est aussi quelque chose. Alors je profite juste, je vais glisser un petit mot, parce qu'on va beaucoup parler. Hein, moi, je me laisse vite embarquer dans la discussion, je suis très curieuse. Mais vous aussi, vous êtes très curieux. Donc s'il y a quelqu'un d'entre vous qui veut rebondir sur quelque chose qui est dit, vous pouvez déjà maintenant lever la main et puis on essaiera de vous repérer, de vous passer un micro. Voilà, comme ça c'est dit. Et puis par rapport à ce que vous venez de dire, ça commence. Voilà, puisque j'ai dit ça, maintenant je suis obligée de tenir parole. Allez-y, prenez la parole. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous fait déjà réagir. Merci. Vous avez parlé de lieu où travaillent les médecins qui travaillent avec la police. Dans toutes ces séries, il y a toujours un légiste ou une légiste rigolote avec des caractères particuliers qui ont des bouteilles de vin dans les frigos, etc. Mais ce qui m'interroge toujours, c'est que
il y a toujours un médecin légiste qui arrive en même temps ou après les flics. Et c'est toujours rigidité cadavérique, on soulève la main, dit oui, il est mort entre 22h et 3h du matin. Après l'autopsie, je vous en dirai plus. Est-ce que ça se passe vraiment comme ça? Bon, ça dépend qui vous êtes, parce que justement, même après l'autopsie, des fois, on ne peut pas dire plus, sauf avec l'autorisation. Et effectivement, sur place, on fait les premières constatations, on fait un premier examen de la personne décédée, mais jamais on va dire de quoi est mort une personne sur place. Ça, c'est très différent de ce qu'on voit à la série télé, par exemple, parce que même si une personne est présente, elle n'a pas de tête, on pourrait dire, c'est évident, elle est morte parce qu'elle n'a plus de tête, donc on a coupé la tête. Mais qui me dit qu'on a coupé la tête alors que la personne était vivante? Elle peut être morte d'autre chose et après on lui a coupé la tête, pour vous donner un exemple. Et là, les réponses à ces questions, sans une autopsie, on ne peut pas vraiment les donner. Donc sur place, on va donner normalement pas de réponses. Et pourquoi on vient sur place? Parce qu'on fait les premiers examens sur place. C'est notamment important pour plus tard estimer l'heure de décès, mais plus tard aussi parce qu'il faut faire des calculs, c'est assez complexe et les réponses ne viennent justement pas tout de suite. Ça satisfait votre question? On a répondu? Alors, peut-être qu'on peut évoquer un petit peu, vous avez dit tout à l'heure, on est appelé, on doit aller sur une scène de crime, par exemple. Restons sur cet exemple assez qu'on s'imagine, disons. Et qu'est-ce qui se passe après? Voilà, qu'est-ce que vous faites un petit peu? Quelles sont les étapes de votre travail? Vous êtes là de A à Z, vous êtes là qu'un petit moment, puis d'autres prennent le relais. Comment ça se présente? Tout dépend. Comme toujours, donc on a toujours une garde qui fonctionne. Donc pour la Suisse romande, il y a de manière générale toujours 5 médecins qui sont des gardes et qui peuvent donner un coup de main entre eux s'il y a plus qui se passe dans un canton ou un autre. Donc on va arriver sur place et on va faire le premier examen sur place et en fonction du cas qui se présente, on va peut-être appeler les autres qui sont des gardes pour demander de l'aide s'il y a plusieurs personnes à examiner ou si plusieurs choses se passent en même temps. On peut être sur un levée de corps, comme on l'appelle, pour investiguer une scène de crime, et en même temps, on a quelqu'un qui nous appelle pour examiner une victime d'une agression, par exemple, et donc il faut vraiment qu'on aide. Et normalement, la personne qui était sur place va terminer ce qu'il a commencé, donc c'est la même personne qui peut faire ensuite les investigations à l'intérieur de l'Institut, mais ce n'est pas toujours le cas parce que ceux qui sont vraiment dans la salle d'autopsie pendant une journée, ils font tout le travail dans la salle d'autopsie et les autres restent mobiles. Donc c'est possible que ce n'est pas le médecin légiste qui était sur place qui va ensuite faire l'autopsie. Ça arrive. Et ça aussi, dans une série télé, ça n'arrivera jamais, parce que les gens, ils ne vont plus en vacances, ils ne mangent plus, ils ne font plus rien, juste à ce que les 45 minutes de la série sont finies et le cas est réglé. Donc nous, on mange quand même, on est des fois, après une nuit de garde, on va carrément se coucher. Donc ça aussi peut arriver, parce que nous, on n'est pas des héros de la série télé. Parce que l'autopsie, elle se pratique le plus vite possible après la levée de corps, ou est-ce qu'on peut avoir un certain délai, justement, s'il y a d'autres impératifs qui font qu'on ne peut pas tout de suite procéder à l'examen? De manière générale, on regarde qu'après la levée de corps, le corps il va arriver à l'Institut médecine légale, sur un des sites, Genève ou Lausanne, et on essaye vraiment de tout faire pour qu'on libère le plus vite que possible le corps pour que la famille peut le récupérer. Parce que tant que nous n'avons pas terminé, la famille ne peut pas accéder au corps, et ça c'est très dur pour eux, et de nouveau c'est une des raisons pour lesquelles ils sont aussi peut-être mécontents, mais on essaye de faire au plus vite, et normalement dans les 24 heures à 48 heures, le corps il peut quitter l'Institut, évidemment. Alors vous évoquez de nouveau la longueur, le temps nécessaire à réaliser non seulement l'autopsie, mais ensuite toute l'expertise qui va s'en suivre. Donc comment est-ce qu'on fait quand on a fait un examen qui a duré quelques heures sur un corps physiquement présent, ensuite on rend le corps, mais ensuite on va passer, alors je ne sais pas, là, le temps, vous allez me répondre, ça dépend, je suis sûre, le temps que ça va prendre ensuite jusqu'à avoir pu déterminer une cause de la mort et puis la défendre, on va dire, juridiquement. Alors, de nouveau, tout dépend du cas qu'on va examiner. Si on prend un cas assez complexe, on est déjà appelé sur place, on fait un premier examen du défunt sur place. Cela nous permet d'estimer l'heure de décès, d'avoir quelques idées déjà, quelques pistes de ce qu'on va chercher.
Cela permet aussi d'échanger avec la police parce qu'elle a obtenu des informations autres. Après, le corps il arrive à l'institut. On va faire plusieurs autopsies si on veut. En fait, l'autopsie a plusieurs parties. La première, c'est qu'on va faire l'imagerie forensique. Donc, on va scanner le corps avec un CT scanner pour aussi garder une preuve de ce corps, pour regarder déjà rapidement à l'intérieur et voir est-ce qu'il y a par exemple une hémorragie, est-ce qu'on voit des corps étrangers, des projectiles ou autre chose. On a déjà une première idée sur comment va se dérouler l'autopsie une fois qu'on a regardé ce CT scanner. Suite à ça, on a d'autres méthodes d'imagerie qu'on peut appliquer et en fonction du cas, on va les choisir. Donc on pourrait faire un IRM pour un corps, par exemple, donc l'imagerie par résonance magnétique qui nous montrait notamment le cerveau, le cœur plus en détail, même des fois mieux que l'autopsie. On peut faire une angiographie, donc faire circuler carrément un produit qui ressemble à du sang ou qui imite un peu le sang pour voir d'où est-ce que vient l'hémorragie. Ça, on ne peut pas voir à l'autopsie. Et ensuite, on peut même faire un scanner 3D, donc on peut vraiment numériser, si on veut, l'entier du corps pour créer des avatars, pour ensuite pouvoir faire des reconstitutions, par exemple d'une scène balistique, ou quand il y avait des bagarres, pour mettre les personnes en position sur les lieux virtuellement. Donc tout ça doit se faire déjà avant l'autopsie. Et là, en fonction du nombre des examens, ça prend plus ou moins de temps. Une fois que l'imagerie est faite, le corps passe en fait en autopsie, en salle d'autopsie où il est examiné d'abord à l'extérieur, chaque lésion est notée, photographiée. Après va avoir lieu l'autopsie et l'autopsie, ça peut aller très vite, 1h30, ce sont les plus vite normalement, mais ça peut durer 24 heures s'il y en a 78 coups de couteau par exemple. Ça va durer plus de temps. Donc ça varie aussi en fonction du cas. Lors de l'autopsie, on va faire des prélèvements de tous les cas. Donc, on va faire des prélèvements, des petits fragments d'organes, des fois, voire même un organe complet pour l'examiner plus tard. Et on va aussi faire des prélèvements par exemple, le contenu gastrique, la bile, l'urine, pour faire des analyses toxicologiques et aussi pour faire des analyses autres. Et là, de nouveau, ça dépend du cas. Ça peut être de l'ADN, ça peut être la virologie, ça peut être la microbiologie, ça peut être la chimie clinique pour voir si quelqu'un avait un diabète, etc. Donc tout ça, il faut prélever bien lors de l'autopsie parce qu'après, le corps, il n'est plus là. Mais quand ça c'est fait, le corps, il est reconstruit. Donc on va le fermer, nettoyer et donner en fait au pont funèbre qui le prend en charge et qui le rend ensuite à la famille. Donc là, le corps, il n'est plus là, mais nous, on commence les vraies investigations. Donc ça veut dire qu'on doit faire l'autopsie microscopique, tous les petits prélèvements des organes, on va les regarder sous le microscope, on va peut-être examiner encore une fois les organes qu'on a prélevés, et là il faut compter pour un organe prélevé 3 semaines déjà, juste pour que l'organe est fixé, pour qu'on peut commencer à l'examiner. Et aussi les lames histologiques, il faut les envoyer au laboratoire, les traiter, et on les reçoit après, des fois 1 semaine, 2 semaines après. Et après, on lance, en fonction de ce qu'on a trouvé à l'autopsie, les autres investigations. Est-ce qu'il faut une analyse toxicologique? En fonction des résultats, il faut demander des autres analyses. Donc, c'est vraiment par étapes et toujours en fonction de ce qu'on a trouvé dans les analyses avant. Et c'est pour ça qu'au total, jusqu'on a fait toutes les analyses, ça prend déjà 2-3 mois, des fois. Et jusqu'à ce qu'on a encore écrit notre rapport, parce que chaque médecin légiste a environ une 50aine de dossiers ouverts uniquement de la salle d'autopsie, mais après, il y a encore les autres, donc une centaine de dossiers qu'il gère en même temps. Et ça peut prendre 6 mois, 7 mois, certains cas très complexes, même 1 année. Et donc c'est vrai que c'est important de se rendre compte, ça c'est encore une idée qu'on bat en brèche ici, c'est que quand l'autopsie se termine, c'est pas la fin de votre travail, c'est le début. Oui. Contrairement à ce qu'on a parfois l'impression de comprendre quand on regarde une série, effectivement. Et l'autre information que vous donnez là, c'est que vous n'êtes pas toute seule pour faire tout ce travail, et j'imagine bien que c'est trop pour un seul être humain que de devoir investiguer tous ces différents éléments dont vous avez parlé. Quels sont les autres professionnels qui gravitent autour du médecin légiste et qui complètent, vous aident à comprendre finalement ce qui s'est passé sur votre patient? Alors, il y a plusieurs personnes, plusieurs étapes. Peut-être si on regarde d'un point de vue du mort qui arrive, lui, il est d'abord pris en charge par ce qu'on appelle les préparateurs.
Moi, je les appelle toujours les concierges de notre hôtel pour les personnes décédées, parce qu'il les prend, il les réceptionne, il leur donne leur place, il les prépare, il les transfère d'un examen à l'autre. Et c'est aussi eux qui, à la fin des examens, les referment le corps et regardent qu'il est bien pour être restitué à la famille. Après, il y a toute l'équipe d'imagerie en fonction des examens. On a des radiologues, des techniciens qui font les scanners, les examens. On a un ingénieur qui va faire le scanner 3D. Donc, tous ces domaines qui viennent en fait de l'imagerie. Après, évidemment, en fonction des analyses qu'on va faire, on va toujours effectuer des examens microscopiques. Donc, le prélèvement va dans un laboratoire de microscopie chez nous. Et là, on a le personnel du laboratoire qui s'en occupe et qui nous renvoie après les exemples, vraiment les prélèvements tout bien traités. Après, en toxicologie, on a les toxicologues, les laborantins, laborantines. On a toute une équipe qui gère le labo de tox. On a aussi des laboratoires de génétique. On a des experts en génétique qui sont souvent des biologistes, par exemple, de formation de base, qui se spécialisent. Et là aussi, tout le personnel dans le laboratoire. Et finalement, en fonction des autres analyses, on va peut-être envoyer certains prélèvements à l'hôpital, aussi dans les laboratoires où il y a le personnel qui travaille. Et à la fin, tout revient chez les médecins légistes. On est toujours deux sur un seul cas pour regarder l'ensemble et faire l'interprétation finale. Et évidemment, il ne faut pas oublier aussi les secrétaires qui vont taper tout ce qu'on a dicté lors de l'examen externe, qui vont mettre en forme le rapport final, qui nous corrige les erreurs de français. Moi, j'en ai fait quelques-unes quand même, avec des accords, etc. Et qui regarde que le dossier va être envoyé au procureur de manière correcte et confidentielle. Pourquoi vous êtes deux par cas ? On est toujours deux personnes, c'est un règlement suisse. On n'a pas du tout ça dans d'autres pays. Déjà un, parce que souvent un des deux est en formation et il va être formé par son superviseur. Mais même si moi-même je traite un cas, j'ai toujours une deuxième personne avec moi parce qu'on fait tous des erreurs et d'avoir déjà deux personnes qui ont discuté d'un cas, qui ont des idées peut-être différentes, ça nous aide. Et d'ailleurs, chaque cas qui sort du cas, donc chaque expertise qui sort, elle est présentée à nos collègues qui, eux, peuvent donner aussi une opinion, qui peut dire « mais là, vous aurez peut-être dû encore faire une analyse, qui ont peut-être une bonne idée de plus ou qui voient qu'on a mal expliqué quelque chose, notre rapport pourrait être mal interprété et du coup, ils vont nous donner un feedback. » On se fait tous les matins un petit tribunal pour vraiment relire notre expertise. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que justement, ça va arriver dans un tribunal, entre les mains de gens qui ne connaissent pas forcément, que ce soit les juges, les assesseurs, les différents intervenants, les avocats, enfin tout le monde ne sait pas exactement de quoi vous parlez. Donc là, ça va être important aussi pour vous, si vous devez aller au tribunal, de bien expliquer, de bien poser une bonne base en fait, pour vous expliquer et présenter la situation. Exactement, oui. Et souvent, on fait des erreurs tout bêtes. On se trompe entre droite et gauche une fois. Et ce n'est pas très sérieux après si on est au tribunal. Et les avocats mettent vite en cause l'ensemble de notre travail à cause d'une petite erreur de copier-coller qui arrive une fois. Vous parliez aussi des modes de faire qui sont différents d'un pays à l'autre. Alors il y a une idée que je pense, en tout cas moi je l'avais en tête, je suis sûre que beaucoup d'entre vous la partagent, on pourrait refaire un petit sondage comme on a fait avant, mais moi j'étais persuadée que les États-Unis c'était la pointe en termes de tout l'examen post-mortem, de la technologie également. Et vous m'avez dit quand on a préparé ce sujet que pas du tout. Oui, malheureusement, les collègues aux États-Unis, ils sont dans une situation très difficile. Ce n'est pas qu'ils sont moins bien que nous, mais ils ont très très peu de l'aide en fait. Déjà, ils sont clairement mal payés, donc ils font clairement une différence entre les médecins qui travaillent à l'hôpital et ceux qui travaillent dans les salles d'autopsie. Donc les salaires ne sont pas pareils, donc déjà pour attirer du personnel, ce n'est pas génial. Ils font que ça, donc chez nous, un médecin légiste, ils en occupent, comme je dis avant, des personnes vivantes, des victimes, des agresseurs, ils vont au tribunal, ils font les autopsies. Aux États-Unis, ils font que ça, ils font que les autopsies, que les personnes décédées. Donc ça aussi, c'est pas forcément le même travail déjà. Et ils ont très peu de moyens. Donc ils ont beaucoup de médecins légistes peu de médecins légistes pour beaucoup de cas. Et ça, malheureusement, on trouve dans beaucoup de pays. J'étais une fois à Sao Paulo pour voir travailler les collègues. Ils font des autopsies 24 heures sur 24 où ils travaillent à la chaîne et un médecin légiste va faire 5 autopsies par jour ou par nuit où il travaille, alors que nous, on fait peut-être 2 ou 3 par semaine si on est vraiment des gardes de cette semaine-là.
Et donc les États-Unis, comme beaucoup d'autres pays, on n'aide pas vraiment les médecins légistes. Il y a peu de personnes qui veulent déjà faire ce métier. Il y a peu de technologie. On leur donnait, je parlais avec un médecin légiste qui m'a dit, il a enfin reçu un dictaphone, un simple dictaphone. On ne parle pas de l'imagerie des méthodes modernes, à part 1 ou 2 centres. Donc ça commence aussi, les médecins légistes américains se battent pour avoir aussi plus de moyens, mais c'est très difficile. Ce que vous nous dites, c'est qu'en Suisse, on a vraiment beaucoup de chance, en fait, enfin, si on considère que c'est une chance, mais j'imagine que c'en est une, parce que qu'est-ce que ça a comme incidence, un pays qui n'a pas de médecine légale ou une mauvaise médecine légale sur le reste de la société? Ça en a une, forcément? Forcément, sans la médecine légale, la justice, elle ne peut pas fonctionner. La justice, elle se base toujours sur le travail de la police et des médecins légistes, pour les vivants, pour les morts, pour tout. Et sans que nous, on prépare bien un dossier à un juge, comment il peut juger correctement une affaire? Donc, de plus qu'on investit dans un pays à des médecins légistes, aussi à la formation des policiers, de mieux va être finalement la justice. Et de plus, ça montre aussi que la justice prend soin de ces personnes qui font en fait le travail en amont pour qu'eux, ils ont un dossier complet et correct qu'ils peuvent juger de manière correcte. D'ailleurs, ça, c'est aussi une partie de votre travail. Je guette quand même à la salle s'il y a des mains qui se... Ah oui, alors on va vous passer la parole. On reviendra peut-être après aux questions complémentaires sur l'étranger. Je ne vous vois pas, hein, donc je laisse la personne qui a le micro prendre la parole. On attend juste l'acheminement du micro. Bonjour, je m'appelle Nathalie Caruel. Je suis l'unique témoin de l'homicide sur Mike Ben-Peter. Et je promenais mon chien, j'ai tout vu, j'ai tout vécu. Et j'ai 2 questions qui me sont c'est très émotionnel pour moi, mais qui sont aussi politiques, je crois. Je voudrais comprendre en quoi le plaquage ventral devient une technique. Je comprends théoriquement, parce que j'ai vu beaucoup de choses dans la presse, mais précisément, je voudrais savoir pourquoi, ce que ça a comme effet sur l'organisme pour être une technique décriée aujourd'hui, et qui, j'espère, sera bientôt interdite. Et la deuxième chose, je voudrais savoir pourquoi Mike Peter avait tellement de côtes cassées, je ne sais plus, des dizaines. Je voulais savoir, est-ce que c'était en relation, probablement, hypothétiquement, avec un massage cardiaque qu'il a suivi, parce qu'il a été tellement tabassé qu'il a perdu connaissance, ou est-ce que ça peut être indépendant du massage cardiaque, seulement les coups de bagarre? Merci beaucoup de m'éclairer. Je ne sais pas si ce n'est pas délicat pour vous de répondre à cette question. Alors, je crois que vous avez évidemment, je ne peux pas donner d'informations ouais. sur des cas précis, mais il y a une question générale là-dedans, le plaquage ventral, pourquoi ce n'est pas interdit ou est-ce que ça va être interdit? Donc ça, de nouveau, ça relève l'activité de la police. D'un côté médical, je peux juste vous dire, au niveau médicalement, les multiples études montrent que juste de poser la personne sur le ventre, ce n'est pas ça qui est un problème. Donc les personnes ne vont pas souffrir de ça ou avoir des problèmes au niveau de leur organisme. Je pense que c'est beaucoup plus complexe. Mais juste la position ventrale que la police utilise, à la base, elle a des avantages et ils les utilisent parce que justement dans cette position, la personne peut aussi ne pas se faire mal à elle-même. Donc après, ça dépend évidemment des personnes, mais juste de le poser sur le ventre, et ça, il n'y a pas de problème. Si c'est pour un moment, bref, c'est pas pour les laisser des heures comme ça, mais ça, c'était prouvé que ça, c'est vraiment pas le problème. Après, les côtes cassées, il y a plein de raisons, et vous avez dit une, la réanimation, on va toujours presque des côtes cassées, ça dépend aussi des types des réanimations qui étaient faites. Donc, encore une fois, je ne peux pas dire sur ce cas-là, est-ce qu'ils ont fait juste ou pas. Ça, ce n'est pas à moi de juger. Je pense que c'est vraiment en question aussi pour la police, est-ce qu'ils ont fait tout juste ou pas. Ce n'est pas les médecins légistes, mais je ne peux pas non plus répondre pour le cas précis, pour les côtes cassées, s'ils viennent de l'un ou de l'autre. Mais vous avez bien vu l'enjeu de la médecine légale, parce que c'est une chose de constater des lésions, et c'est l'autre chose de les interpréter. Donc ça fait vraiment partie de notre travail en fonction où est-ce qu'ils sont cassés, est-ce que c'est plutôt des coups, est-ce que c'est plutôt la réanimation. Donc ça, c'est ce qu'on fait en fait toute la journée. Je sais que ce n'est pas très satisfaisant, mais j'essaie de répondre au mieux. Je vois qu'il y a plein de mains levées, alors on va laisser passer ce micro. Je vous laisse aller voir
dans la salle. Bonjour. C'est une question un petit peu de base, en fait. Quelle est la marge de manœuvre d'une famille par rapport à une autopsie? Est-ce qu'une famille peut refuser, quelles que soient les bonnes raisons de cette intervention de votre part? Est-ce qu'on peut refuser une autopsie pour un membre de sa famille? Ou est-ce qu'on peut, même si ce n'est pas dans un cadre criminel que la personne est décédée, demander une autopsie pour savoir comment ça se fait qu'un membre de la famille soit décédé parce qu'on aimerait en savoir plus sur une maladie génétique ou que sais-je? Enfin, quel est le cadre, en fait? Alors, il y a plusieurs types d'autopsies. Il faut faire la différence entre l'autopsie médico-légale, donc ce que les médecins légistes ils font, et l'autopsie clinique ou anatomopathologique, on l'appelle aussi, c'est ce qu'ils font les pathologues, parce que là, il y a aussi souvent une confusion entre les deux professions. Donc les pathologues, eux, ils font des autopsies dans des cas où on est sûr qu'une personne est décédée de mort naturelle, mais on aimerait savoir la cause exacte. Par exemple, un patient qui a fait partie d'une étude et qui peut-être déjà lors de sa vie a donné son accord, si jamais ça arrivera lors de l'étude, il serait d'accord d'avoir une autopsie, ça existe. Donc les pathologues qui font les autopsies cliniques, ça se fait uniquement avec l'accord de la famille ou sur demande de la famille. Donc là, c'est un médecin, soit le médecin qui a soigné le patient à l'hôpital ou le médecin traitant de la famille, qui peut aller vers un service de pathologie et demander de faire une autopsie parce qu'on veut connaître la cause exacte, on veut peut-être faire des analyses génétiques si on cherche des maladies familiales. Après les autopsies médico-légales, ce que nous on fait en médecine légale, à la base, ils se font uniquement sur mandat d'un procureur, donc sur la justice. Et le procureur, c'est l'avocat, si on veut, de l'État. Maintenant, pour que lui il décide qu'il y a une autopsie, il doit être au courant d'une suspicion qu'il y a une intervention d'un tiers, qu'il y a peut-être une responsabilité d'une personne dans le contexte du décès. Maintenant, ça peut être parce que la personne était opérée, et là, ça joue la responsabilité peut-être de celui qui l'a opéré. Ça peut être parce qu'on croit qu'il s'agit d'un homicide, ou ça pourrait, ou on ne peut pas l'exclure. Des fois aussi, c'est juste parce qu'il n'a aucune information. Une personne qui est trouvée dans une chambre d'hôtel, ici à Lausanne, à Genève, on ne connaît rien de cette personne, on veut savoir ce qui se passe, surtout si elle vient de l'étranger. Il peut demander une autopsie, et là, la famille ne peut pas vraiment refuser. Donc la famille doit accepter ce jugement qu'il y a une autopsie qui est nécessaire. Évidemment, la famille peut essayer d'influencer le procureur, il peut appeler le procureur et dire « mais on ne veut vraiment pas, est-ce que c'est vraiment nécessaire ?» Ou ils peuvent dire « mais nous, on croit qu'il y a quelque chose de suspect, on aimerait quand même qu'une autopsie ait été faite, parce que ça pourrait être une intoxication, parce qu'il avait une dispute, etc. » Donc, là, le procureur va écouter et prendre ça en compte pour faire sa décision, oui ou non. Mais une fois qu'elle est prise, elle est prise. Et nous, on va faire l'autopsie sur mandat du procureur. Donc ça veut dire, s'il n'y a rien de suspect, la famille peut demander une autopsie auprès du service de pathologie. Elle ne peut pas refuser celle qui est faite sur mandat du procureur. Et à la base, c'est bien parce que le premier suspect, désolé de le dire, et je le dis toujours, c'est toujours la famille. Le partenaire, ex-partenaire. Donc, à 80, non même plus, 90% de chances, si vous vous faites tuer, c'est autour de vous que ça arrive, ce n'est pas les inconnus. Merci, je crois que la question, on a eu toutes les réponses à votre question, je vois plein d'autres mains levées, oui. Ça n'arrête pas, la curiosité insatiable, allez-y, on va passer un Bonjour, j'aimerais savoir s'il existe un fichier ADN en Suisse avec les ADN des détenus. Un fichier ADN. Donc, on n'a pas de fichier ADN, on a une base de données de l'ADN, ça s'appelle CODIS, et là-dedans sont les personnes différentes. Normalement, vous n'êtes pas dedans,
moi je suis dedans parce que je travaille sur les scènes de crime. Donc mon ADN figure là aussi. Et il figure les personnes, justement les détenus, il figure aussi toutes les traces. Donc c'est un mélange, hein, ce n'est pas une base de données qui contient des profils des personnes, comme on voit de nouveau à la télé, où on voit, voilà, il y a un profil d'ADN et la photo à côté avec nom, adresse de la personne. On a vraiment des profils, donc uniquement les profils génétiques qui sont là, anonymisés. Et quand la police trouve, par exemple, des traces sur un site de cambriolage, ils vont nous amener dans les laboratoires de génétique forensique le prélèvement qu'ils ont fait sur place. On va extraire l'ADN, on va créer un profil, on envoie ce profil à la base de données suisse, donc CODIS, de l'ADN, et là, ça va dire hit ou pas hit. Donc, ce profil, il existe dans la base de données. Donc, ça veut dire qu'il est déjà là. Maintenant, ça nous permet de faire un lien, par exemple, entre plusieurs cambriolages qui sont faits par les mêmes personnes. Donc, c'est très utile pour ça. Ça peut aussi nous permettre d'identifier des personnes qui sont décédées. Et surtout, ce qui est important, vu que c'est anonymisé, une fois qu'on a un hit, il faut encore une autorisation pour voir mais à qui correspond ce profil d'ADN. Donc, ce n'est pas les mêmes personnes et c'est justement pour éviter la corruption. J'ai vu dans certains pays où la base de données d'ADN est gérée par 2-3 personnes. Évidemment, c'est plus facile de corrompre ces 2 personnes, de modifier quelque chose, sauf que ici, vous avez une personne qui fait le prélèvement, vous avez un laboratoire qui extrait le profil. Après, vous envoyez en base de données centralisée où il y a des collaborateurs. S'il y a un hit, il y a un autre collaborateur qui va vérifier s'il y a vraiment un. Après, c'est un autre qui va faire la demande. Donc, il faut toute une chaîne pour obtenir finalement de l'information sur la personne à laquelle appartient en fait ce profil d'ADN. Et on n'est pas tous là-dedans. Plein de questions encore. Là, oui, le micro. Bonjour, Madame Graber, je suis ici, tout au fond. Oui, on voit mal. Je suis archéoanthropologue et je voulais vous demander quelle part les restes anthropologiques et les études anthropo-médico-légales représentent au sein de l'Institut. Alors pour nous travaillons avec une anthropologue qui est chez nous et qui s'en occupe des ossements, vraiment des restes. C'est une partie assez petite pour être honnête parce que l'aide des anthropologues, on a besoin uniquement si on trouve vraiment un corps squelettisé ou à moitié squelettisé ou si on veut trouver des informations sur l'identité d'une personne où on n'a aucune information et sur la base du squelette, on veut savoir est-ce que c'est plutôt une personne adulte, jeune, homme, femme, peut-être quelques indices sur l'origine ethnique, mais ça c'est très très difficile aussi déjà. Et l'autre partie des cas de routine où notre anthropologue reçoit, c'est des cas assez, des fois rigolos. En fait, on a régulièrement des gens qui viennent avec un bout d'os et ils ne savent pas, ils l'ont trouvé, et ils ne savent pas est-ce que c'est humain ou est-ce que c'est animalien. Donc, ils vont l'amener et notre anthropologue va déjà dire c'est humain ou pas. Là, on peut après faire des enquêtes si c'est humain. Évidemment, là, le procureur va être averti, mais c'est une toute petite partie, en fait, de notre travail. Autre question? Il y a des questions ici devant, si jamais. Bonjour. J'avais juste une question. Comment gère-t-on les émotions dans votre quotidien? Alors, comment on les gère? Assez bien, normalement. Donc, je pense, de manière générale, les médecins légistes sont plutôt des gens, en tout cas ceux qui restent longtemps, parce qu'on a quand même un grand taux d'échec dans la formation. Donc, on a pas mal des jeunes qui commencent la formation et après quelques mois, ils laissent tomber parce que c'est justement trop dur émotionnellement. Mais ceux qui restent dans la profession sont souvent des gens déjà qui sont assez stables, qui sont bien équilibrés, qui sont déjà en accord avec eux-mêmes. Et ça aide évidemment de supporter ce qu'on va voir. Et je pense la méthode la plus simple, comment nous, on aide et qu'on parle beaucoup, on travaille quasiment jamais seul et on a l'échange avec les collègues. Et évidemment, encore une fois, je pense la partie la plus importante, c'est le caractère de base de la personne déjà. On est fait pour ce travail ou pas, il ne faut pas s'efforcer.
Il y a aussi un petit aspect, je rebondis juste, qui doit être la fatigue, parce que quand vous évoquez tout le travail que représente un seul dossier, mais vous en avez plusieurs en parallèle, c'est énormément d'heures de travail, c'est des nuits de garde. Comment est-ce qu'on gère aussi son hygiène de vie, sa fatigue? Est-ce qu'il y a des trucs, ou est-ce qu'il faut être particulièrement résistant? Alors ça c'est évidemment pas si facile, et on a eu des collègues aussi qui ont démissionné parce que tout simplement ils disent mais je supporte pas d'être de garde toutes les nuits. On a eu une collègue qui a eu un accident parce qu'elle était trop fatiguée. Donc c'est pas évident, il faut vraiment aussi adapter en fait clairement sa hygiène de vie autour de la profession. Donc ça c'est quelque chose où un jeune médecin légiste qui commence la formation doit clairement voir, si je suis de garde tout un week-end, bah, je peux prendre aucun rendez-vous, je dois aller dormir tôt parce que je ne sais pas quand est-ce qu'on me réveille. Et si je n'arrive pas à faire ça, bah, le travail va me fatiguer. Et aussi, le fait de gérer plusieurs dossiers en même temps, de travailler avec les délais qui sont donnés par la justice, ce n'est pas pour tout le monde. C'est vraiment exactement ça. Tout ce que vous avez dit toutes les deux, les raisons pour lesquelles on a un grand taux d'échec dans la formation. Presque actuellement, la moitié des personnes qui commencent la formation ne vont pas la finir. Est-ce que c'est aussi parce qu'il y a un gros engouement pour ces professions, peut-être de par leur visibilité télévisuelle? Est-ce que ça a créé beaucoup de demandes de gens qui avaient envie de faire ce travail? Oui, et de nouveau, c'est ça qui est un peu déprimant. Les gens y viennent avec cette image de médecins légistes qu'ils ont justement des séries, de la télé, des livres, et après il doit se passer des heures et des heures pour rédiger les dossiers qui sont corrigés, qui reviennent avec des corrections minimes qui les énervent parce que c'est des détails, mais dans un tribunal, c'est les détails qui comptent. Donc là aussi, ils voient que ce n'est pas vraiment ce qu'on montre dans les séries. On ne montre pas des gens qui sont des heures devant un seul dossier au bureau en train de mesurer, de regarder si tout est nickel. Donc ça peut être frustrant pour eux. Il y avait encore plein de questions. Il y en a ici devant, au deuxième rang, au troisième, au quatrième. Voilà. L'embarras du choix pour Bonjour. On est au cinquième rang. Bonjour madame, Michael Sturzenegger. J'ai juste une question pour le début. Quand vous venez au site au début, ou si vous trouvez une personne dans la forêt qui est décédée il y a peut-être je ne sais pas combien de temps, avec quelle précision aujourd'hui par rapport à d'antan vous pouvez déterminer l'heure du décès? Alors, grosso modo. Ouais. Ça dépend de nouveau de l'état du corps. Évidemment, le plus longtemps est mort le corps, des mois précis on est, par exemple, pour l'estimation de l'heure de décès. Donc, si une personne est morte, on le trouve après quelques mois, on peut encore dire c'est dans les 2-3 mois. Si on le trouve après quelques années, on va dire entre 2-3 années. Alors que si on est plus proche, après quelques jours, on va être plus précis. Ça, c'est clair. Donc ça, c'est le grand problème. Après, on peut quand même dire pas mal des éléments et on peut vraiment faire des examens encore très, très longtemps, même sur les squelettes. Si vous regardez tout ce qu'on a trouvé sur les momies égyptiens ou les momies, la fameuse momie Ötzi qui était trouvée dans les glaciers en Tyrol du Sud, on a carrément reconstruit tous ces derniers moments. Donc on pourrait même dire qu'est-ce qu'il a mangé, etc. Mais là, le corps il était bien conservé. Ailleurs, c'est beaucoup plus difficile. Et après, ça dépend aussi de la cause du décès, en fait. Certains troubles, comme les troubles électrolytiques, s'il avait un problème cardiaque, si j'ai plus le corps, je peux plus le voir, si j'ai que le squelette. Par contre, même sur un squelette, s'il était blessé avec un coup de feu au niveau de la tête, le squelette va bien préserver ça et on peut encore dire de quel côté est venu le projectile, par exemple. Et donc ça dépend beaucoup des lésions, de ce qu'on cherche et de l'état du corps. Donc c'est très difficile de l'expliquer de manière globale. Et ce qu'on fait, des fois, on nous demande est-ce qu'une exhumation pour certaines cas, ça vaut la peine. Là, je dois déjà regarder quelle est la théorie, ou qu'est-ce que je suspecte, qu'est-ce que j'ai besoin de chercher pour le trouver, quelles analyses est-ce que je dois faire et quelle est la chance du taux de réussite de pouvoir encore le faire. Mais ça, il faut vraiment juger sur chaque affaire individuellement. Je
Je pense qu'on a encore le temps pour une, peut-être deux questions. Ça dépendra de la longueur de la réponse. Une brève, alors. Oui. Est-ce qu'on peut refuser une incinération sous prétexte qu'il y aurait au tribunal une protestation et puis qu'on ne peut plus rien faire avec des cendres? Oui, mais en fait, de nouveau, il faudrait s'adresser à un procureur, il faudrait dire quelles sont vos suspicions, et après, c'est le procureur qui va prendre la décision, tout simplement. Alors, donc il faut donner un argument, il va bloquer, il va même faire ouvrir une enquête. Bonjour, moi je voulais savoir, en fonction de l'état dans lequel un corps est trouvé, je suis là, par exemple un corps qui serait resté longtemps dans l'eau ou justement qui a été retrouvé dans la forêt des semaines après y avoir passé des semaines, est-ce que ça vous dégoûte encore? Enfin, Alors, c'est jamais très beau, ça sent jamais bien. Et la petite chose de se mettre la crème ou des trucs qui sont bons, c'est ça, en réalité, on ne fait pas. En réalité, on a juste la chance que notre système olfactif, c'est vraiment quelque chose qui a un seuil maximum. Donc, la meilleure chose que vous pouvez faire, vous inspirez une fois forte, et ça, c'est très dégoûtant. Et après, vous ne sentez plus rien. Donc ça, c'est la seule chose qui marche. Et évidemment, c'est dégoûtant. En plus, si on a des corps qui sont pleins des petites cafards, des petites bêtes qui commencent à vous grimper dessus, alors là, personne ne va aimer ça. Donc là, il faudrait chercher un psychiatre si quelqu'un aime vraiment beaucoup ça. Ça, on n'aime pas du tout, mais on va faire notre job. Eh bien, il nous reste 2 minutes 24. Donc, il y avait, voilà, il y avait là ici, et là. Et puis, je crois que on va en profiter jusqu'au dernier moment. Bonjour, une question beaucoup plus terre à terre. Quel est le coût d'une autopsie en général, enfin, quand vous avez décrit tout le processus qu'il faut, quel est le coût et qui c'est qui paye? Ouais. Alors, c'est qui paye? C'est vous. Bonne nouvelle. C'est l'État, c'est les impôts. Donc, c'est pour ça que le procureur, il va vraiment juger est-ce qu'il veut vraiment faire une autopsie ou pas. C'est pour ça qu'on ne fait pas plus aussi. C'est une petite partie des personnes décédées. Dans les cantons, ça varie entre 7% à 0,1% de la population qui a la chance de passer en autopsie chez nous, si on peut le dire comme ça. Donc c'est vraiment une petite partie. Et aussi le coût lui-même, ça dépend des nombreux examens qu'on va faire. C'est pour ça que chaque fois après un examen, on regarde les résultats, on regarde est-ce qu'on doit aller plus loin ou est-ce qu'on a déjà assez. On ne veut pas faire tout d'office toujours parce que ça coûte de l'argent. Il faut réfléchir si on a vraiment besoin de ces examens-là. Et après, en fonction de cela, il y a des autopsies qui peuvent coûter peut-être dans les 3 000 francs. Il y en a des cas d'homicide extrêmement complexes qui coûtent 20 000 francs. Donc, tout dépend, le temps investi, les nombreux examens, est-ce qu'on allait sur place, des reconstitutions au tribunal. Tout ça, le médecin légiste, on facture par heure. Et on facture les examens sur le coût réel des examens. Et évidemment, cet argent n'arrive pas chez nous, mais nous, on est payé avec le salaire de l'État et ça revient, si vous voulez, à l'État. Donc, nous, on facture à la justice, mais on est payé avec les salaires qui viennent de la médecine. Donc, ça circule. Donc, on ne va pas calculer plus d'heures pour gagner plus d'argent. On n'a pas le droit de gagner même 1 centime de plus que notre salaire. C'est ça aussi qui est important pour éviter la corruption. Merci beaucoup, Silke Graberge. On arrive au terme de cette rencontre. En tout cas, merci infiniment pour vos réponses. Merci à vous pour toutes vos questions. Merci. Et bonne continuation.